Bonjour, aujourd'hui on se penche sur les systèmes qui nous nourrissent. Et pour commencer, un chiffre qui frappe tiré de nos lectures, la moitié des personnes qui ont faim dans le monde sont elles-mêmes des petits producteurs agricoles. Oui, c'est une ironie assez terrible, et c'est souligné par plusieurs de nos sources, notamment IPES Food. Ça montre bien les paradoxes du système actuel. Exactement, donc aujourd'hui on va creuser ça, on va regarder de près le contraste entre le modèle agricole dominant, le modèle industriel, et puis cette alternative qui monte, l'agroécologie. C'est ça. Et pour faire ça, on s'appuie sur des documents solides, des rapports factuels. On a regardé ce que disent la CIDES, IPES Food, l'INRAE en France, et aussi la FAO avec son outil TAP. L'idée c'est vraiment de décortiquer ce que disent ces sources, comprendre les bases, les impacts, les défis aussi, et le potentiel de l'agroécologie comme alternative. On reste sur les faits, sur ce que contiennent ces documents. Voilà. Alors, ce modèle dominant, l'agriculture industrielle, d'après IPES Food, ça repose sur quoi principalement? Sur deux choses en gros. La spécialisation à outrance, les immenses champs de la même culture, les élevages super concentrés, les fameux CAFOS, Oui, et puis l'uniformité. Des plantes, des animaux très productifs, oui, mais tous un peu pareils, et surtout très dépendants des engrais chimiques, des pesticides. et il faut reconnaître que ça a eu des succès. La révolution verte a permis d'augmenter les rendements de façon assez spectaculaire pour le blé, le riz, le maïs. Oui, IPS Food le rappelle, dès 1990, 70% du blé et du riz dans les pays du Sud, c'était ces variétés à haut rendement. C'est énorme. Mais il y a un revers à la médaille. Les sources insistent beaucoup sur les limites. D'abord, ça rend le système très fragile. Comment ça fragile? Cette uniformité génétique, c'est risqué. Si une maladie ou un parasite arrive et qu'il aime bien cette variété précise, il peut tout ravager. IPS Food cite des exemples historiques. La famine en Irlande avec la pomme de terre, D'accord. ou plus récemment des épidémies sur le blé, le maïs, le riz. Et ça touche aussi les animaux, cette perte de diversité? Ah oui, complètement. On perd des races locales, bien adaptées à leur coin, au profit de quelques races industrielles. IPS Food donne un chiffre qui fait froid dans le dos. Entre 2001 et 2007, on a perdu quasiment une race de bétail par mois dans le monde. Une par mois? Oui, et aujourd'hui, à peu près 20% des races qui n'existent que dans un seul pays sont menacées. Ça veut dire qu'on a moins de cartes en main pour adapter l'agriculture au changement climatique, par exemple. Et l'impact sur l'environnement général? Les pesticides, tout ça? C'est un point lourd aussi. IPS Food dit clairement que ce modèle agricole pèse sur les fameuses limites planétaires, le climat, la biodiversité. Un exemple? Les pollinisateurs, les abeilles, les papillons, leur déclin massif est lié à l'agriculture intensive, à la perte de leurs habitats, aux pesticides comme les néonicotinoïdes. Et c'est grave économiquement parlant. Ben oui, la pollinisation, ça représente presque 10% de la valeur de la production agricole mondiale pour notre alimentation. On parle de 153 milliards d'euros par an d'après les estimations citées. C'est pas rien. Waouh. Et les conséquences pour les gens, pour les agriculteurs eux-mêmes? On revient à notre chiffre de départ. C'est l'autre gros dossier. La CIDES et IPES Food le montrent bien, beaucoup de petits paysans, et surtout les femmes, luttent pour juste survivre. Ils n'ont pas accès au crédit, à l'aide technique, au marché, et ils subissent de plein fouet les prix mondiaux qui font le yo-yo. Et même dans les pays riches, ce n'est pas simple, non? Non, même ici, beaucoup d'exploitations dépendent énormément des subventions pour tenir. Et puis, il y a les conditions de travail dans certaines branches. Les travailleurs saisonniers, les abattoirs, les usines. IPES Food parle de précarité et d'exploitation. Et ce chiffre terrible sur le travail des enfants, 60% dans l'agriculture. Oui. Et puis il y a le phénomène d'accaparement des terres, les land grabs. IPES Food montre que ça s'est accéléré après la crise alimentaire de 2007-2008. C'est-à-dire? Des grandes entreprises ou des investisseurs qui achètent ou louent d'énormes surfaces, souvent dans des pays où les règles sont floues pour planter du palmier à huile, du soja, et ça vire les populations locales qui vivaient là. Ça a aussi un impact sur ce qu'on mange, finalement. Forcément, quand la recherche et les politiques poussent 3 ou 4 plantes superstars, les autres disparaissent petit à petit de nos assiettes. IPES Food le dit bien, riz, maïs, blé, c'est plus de la moitié de nos calories végétales. Alors qu'il y a des milliers de plantes comestibles. Voilà. Et donc, on en revient au paradoxe. On produit plein de calories, mais on a toujours la faim d'un côté, les carences en vitamines, et de l'autre, l'obésité qui explose. IPES Food fait le lien, manque de diversité dans l'assiette, prix instable, pauvreté. Bon, le tableau est assez chargé, disons. Alors, face à ça, les sources partent beaucoup de l'agroécologie. C'est quoi exactement? Juste des techniques plus vertes? Non, c'est plus que ça. D'après ce qu'on lit chez INRAE, la FAO ou la CIDES, c'est à la fois une science, le mariage de l'écologie et de l'agronomie, mais aussi un mouvement social, né en opposition à l'industrialisation, et bien sûr, des pratiques agricoles concrètes. D'accord. Et l'INRAE fait une différence, non? Entre une approche un peu soft et une autre plus radicale. Oui, il parle d'agroécologie faible, qui vise surtout à optimiser le système actuel, réduire un peu les pesticides, etc., et d'agroécologie forte, qui elle veut carrément repenser le système en profondeur. Repenser comment? En se basant sur la nature, sur les processus écologiques. C'est d'une vision plus globale, plus holistique comme on dit. La CIDOS dit même que pour certains, c'est un mode de vie. Intéressant. Alors, si on prend cette approche forte, quels sont les grands principes qui la guident, d'après les 10 éléments de la FAO ou les textes de la CIDES et de l'INRAE? On peut peut-être les regrouper? Oui, on peut voir un premier bloc très écolo, si on veut. Le cœur du réacteur, c'est la diversité. La diversité à tous les étages. Exactement. Génétique, variété locale, race du coin, espèces, mélanger les cultures, associer culture et élevage, paysage, remettre des haies, des arbres, des mares. Et cette diversité, elle sert à quoi? À créer des synergies, des interactions positives. Les animaux donnent du fumier aux plantes, les plantes nourrissent les animaux, les arbres protègent les cultures. L'idée, c'est d'être plus efficient, d'utiliser mieux l'eau, les nutriments, l'énergie qui sont sur place. Et donc d'avoir moins besoin d'acheter des trucs à l'extérieur comme les engrais ou les pesticides. Ça passe beaucoup par le recyclage. On essaye de boucler les cycles sur la ferme. Donc, on s'appuie sur la complexité de la nature pour que ça fonctionne mieux et de façon plus autonome. Logique. Mais il n'y a pas que l'écologie ici. Non, la dimension humaine et sociale est super importante dans les principes. Par exemple, la co-création des savoirs. C'est-à-dire? Reconnaître que les paysans ont des savoirs hyper précieux, issus de l'expérience, de la tradition, y compris les femmes, les peuples autochtones. Et il faut faire dialoguer ces savoirs avec la science. Les échanges entre agriculteurs, c'est clé. Et les valeurs derrière? Oui, il y a une forte insistance sur l'équité, la justice sociale, la dignité, de bonnes conditions de travail, l'autonomie des femmes. Et ça renvoie à la gouvernance.
Comment on gère ensemble la terre, l'eau, les semences? Il faut que ce soit juste et transparent, et que les petits producteurs aient leur mot à dire dans les politiques. La CIDES fait le lien avec la souveraineté alimentaire, ce droit des peuples à choisir leur alimentation. Et tout ça, ça vise quoi au final? Un objectif majeur qui revient partout. La résilience. Rendre les fermes, les communautés plus capables de tenir le coup face aux crises, que ce soit le climat qui déraille, l'économie qui flanche ou une maladie. La diversité et l'autonomie, c'est ça qui rend plus solide.